Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvelle audience sur Truth TV et Watt FM. C'est le tribunal de l'actualité, votre tribunal de l'actualité. Je m'appelle Serge Mathias Tomondi et je préside donc ce tribunal. Et les juges sont en place. Les juges sont en place pour examiner les faits inscrits au rôle. Bonjour juge Bougma et bonjour juge Vara. Bonjour président, bonjour juge Vara, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors, sujet enrôlé au tribunal de l'actualité aujourd'hui, la situation humanitaire au Burkina Faso avec la gestion des personnes déplacées internes, une crise humanitaire, une crise alimentaire larvée, des conditions de vie difficiles. Et pour juger de cette actualité, nous avons convoqué le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Ouen Lassida Lazare Zungrana. Il est à la barre du tribunal ce matin. Bonjour, monsieur le ministre, merci de répondre à notre convocation. Bonjour. Alors vous répondrez tout à l'heure au juge dans la vérité en disant aux téléspectateurs de Truth TV ainsi qu'aux auditeurs de Watt FM toute la vérité, rien que la vérité. Mais avant d'y arriver, voici la séquence avant-propos. Avant-propos, une belle fenêtre qui commence par Bernard Bougma. Juge Bougma, vous avez la parole. Merci président. Mon avant-propos va concerner le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. 96 ans, plus de 70 ans de règne à la tête de cette monarchie britannique qui fait pâlir le monde. Donc qui a vu défiler plusieurs dirigeants du monde, donc qui tire sa révérence. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est cette leçon, ce symbole de la royauté dans ce pays-là. Donc attachés à leurs valeurs culturelles, attachés à leurs traditions. Donc lors des grandes cérémonies, ce n'est pas en limousine, c'est en calèche que la reine se déplace avec tout ce qu'il y a comme symbole traditionnel et culturel lié à la royauté pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus. L'autre symbole, c'est la livre sterling, la monnaie dont la dénomination livre a été date de la fin 11e, début 12e siècle, mais qui continue de résister. Et donc c'est lié d'ailleurs à son histoire, à sa tradition, à sa culture, que les Anglais ont refusé d'adhérer à l'euro. Parce que vous adhérez à l'euro, en même temps, l'effigie de la reine va disparaître de ces billets-là, alors qu'ils sont attachés à ces valeurs. Ils ont refusé. Donc, et avec la disparition de la reine Elisabeth II, la livre sterling, progressivement, va changer d'effigie parce que c'est maintenant le nouveau roi, Charles III, qui aura son effigie sur cette monnaie, sur les pièces et sur les billets. Donc, c'est un royaume attaché à ses valeurs traditionnelle et culturelle, bien dosée avec également la modernisation. C'est vrai que sur certains aspects, la royauté est controversée. La cour royale a même cédé certaines pratiques pour se conformer à la modernité, mais c'est aussi ça la force de l'Angleterre, ancrée dans ses racines contre vents et marées, mais qui tient. Mais nous, est-ce que nous tirons leçon de ces symboles-là? Quelles sont nos valeurs traditionnelles et culturelles que nous avons pu endogénéiser, donc c'est-à-dire que créer un lien au contact de la modernité. Il ne reste pas grand-chose. Donc je pense que c'est cette leçon aussi à tirer. Donc au-delà de toute l'euphorie, il y a un symbole à tirer, il y a des leçons et des enseignements à tirer pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas, sans racines, pouvoir tenir solidement. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Donc une disparition de la reine d'Angleterre qui nous invite à nous focaliser sur nos valeurs culturelles et sur nos valeurs intrinsèques, aussi bien dans nos pays qu'ailleurs. Alors, juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner un sujet qu'on avait déjà abordé. C'est les manifestations qu'il y a eu récemment et ce qui s'en est suivi ou ce qui s'est survenu pendant ces manifestations. La dernière en date, c'était celle du ballet citoyen avec Massou Guiro qui s'était fait copieusement rosser. Maintenant, le sujet avait été abordé par beaucoup de nos auditeurs à l'émission Le Mot à dire, qui est animée par David Nana, demandant, se poser un certain nombre de questions que nous partageons d'ailleurs. Que font nos forces de sécurité? Parce que moi, j'ai eu le retour de mes journalistes lorsqu'ils étaient sur le terrain. Ils étaient bel et bien là. Quand on prend le cas du Front patriotique,
le premier point de presse qu'ils font, qui est perturbé par des éléments pour la plupart identifiés, puisqu'on a les vidéos et tout, mais les forces étaient là. Et on voyait les altercations se faire. On voyait les tensions monter. Mais elles étaient là. Elles ne sont pas vraiment intervenues. Elles n'ont pas réagi. Quand on prend le cas de Massoulou Guiro, ça a été pareil. Des jeunes qui prennent des cailloux, qui les lancent dans l'autre camp, ça commence à monter, quelqu'un qui se fait rosser jusqu'à perdre connaissance, mais les forces étaient présentes. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi sont-elles attentistes dans ce cas de figure-là? Ça fait qu'on se pose vraiment des questions. Et moi, quand j'ai eu le retour de certains de mes collaborateurs sur place, je me suis posé aussi la même question que se posent les auditeurs. Donc je me dis ça, il faut qu'on regarde bien là-dedans. Parce qu'il y a aussi quelquefois des retenues qui sonnent comme des soutiens. C'est un peu difficile à comprendre. Peut-être qu'il faut corriger le tir, et c'est bon de le dire aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faudrait pas aussi passer sous silence la question de nos autorités. Des gens qui agissent ainsi, en leur soutien ou en leur nom. Je pense que le minimum, lorsqu'on voit l'acte condamnable qui est posé, c'est de le condamner. C'est de dire que nous ne nous reconnaissons pas dans cette façon de faire. Parce qu'ils disent le faire pour vous défendre. Ils disent le faire en votre nom. Ils le disent devant caméra. Et jusqu'à présent, on n'a pas de sortie pour condamner cela. Moi, je trouve que c'est condamnable. Et donc, c'était mon avant-propos d'aujourd'hui. Dire qu'on ne comprend pas dans ce genre de figure-là, la posture des forces qui sont censées sécuriser, et aussi qu'on ne comprend pas l'autorité qui ne condamne pas des personnes qui posent des actes qui sont difficilement acceptables en leur nom ou pour les soutenir. C'est mon avant-propos. C'était l'avant-propos du juge Geoffroy Vara. C'était aussi donc la séquence des avant-propos des juges du tribunal de l'actualité ce matin au titre de la 5e et dernière convocation de cette semaine, et avec à la barre le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Wendla Sida Lazare Zungrana, que j'invite maintenant à répondre aux questions de généralité des juges. Juge Bougma, vous avez sans doute des questions pour le ministre. Alors, question de généralité, il y a tellement de questions à poser. Mais on va faire court oui. pour entrer ensuite dans le débat. Oui, souvent il y a ces chevauchements-là, donc action humanitaire, souvent il y a des chevauchements. Comment est-ce qu'on règle les chevauchements? Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut fusionner les deux. Est-ce que c'est réglé ces questions-là? Je voudrais, à l'entame donc de cette émission, une fois encore exprimer ma compassion envers donc les familles endeuillées suite à l'incident UED que notre pays a enregistré tout dernièrement, qui a occasionné 35 morts. Et donc, je voudrais exprimer cette compassion parce que c'est une situation douloureuse pour notre pays et nous ne pouvons que être compatissants envers ces familles et également souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Maintenant, pour revenir à votre question, je dois dire que chaque ministère a sa lettre de mission, a ses attributions. Nous avons tous reçu du Premier ministre notre lettre de mission et chacun sait exactement quel est son créneau d'activité. Le plus important à souligner, c'est la complémentarité entre les différents ministères. Il n'y a pas en fait une frontière étanche entre les ministères. Et si vous partez un peu dans l'histoire, vous verrez que ces deux ministères étaient un ministère unique. Et les autorités ont vu le côté efficacité de l'action humanitaire. Comme vous le savez, la situation humanitaire actuelle commande que nous puissions être focalisés pour être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et l'adage a l'habitude de dire que qui trop embrasse mal étreint. Et pour ne pas mal étreindre, il était effectivement indiqué de pouvoir séparer ces deux ministères et permettre à chacun d'être concentré sur sa lettre de mission. Alors, le tout se joue dans l'intelligence des acteurs, que ce soit les acteurs terrain ou que ce soit au niveau stratégique,
Tout dépend de comment nous arrivons donc à travailler en toute intelligence pour être complémentaires et faire en sorte que chacun puisse atteindre son objectif. Donc, de mon point de vue, tout dépend de comment nous agissons en interaction intelligente pour atteindre nos objectifs. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord. Vous avez été récemment évalué, l'ensemble des ministres, par le Premier ministre. Sur quels critères avez-vous été évalué et vous, quelle est la note qui vous a été donnée? Alors, il faut dire que chacun a un contrat d'objectif qui lui a été envoyé par le Premier ministre. Donc, l'évaluation naturellement a porté sur les contrats d'objectifs des différents ministres. Alors, et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'exercice. Il y a de la redevabilité. Si le premier responsable donc, du gouvernement déjà fait cet exercice, cela également nous interpelle en tant que ministre pour faire la même chose avec donc, nos collaborateurs. Vous savez que la principale richesse en toute chose, ce sont les ressources humaines. Et souvent, il est important que nous puissions amener chacun à se regarder dans un miroir pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, à quel niveau devons-nous améliorer la manière de travailler. Je pense que ce sont ces évaluations qui nous permettent véritablement de marquer une halte pour voir si nous sommes sur le droit chemin ou pas. En termes de notes, je pense que le Premier ministre va nous les communiquer, mais le plus important pour moi, j'ai bien apprécié cet exercice parce que je me suis rendu compte que je dois encore mettre l'accent dans des domaines sur lesquels véritablement le contrat d'objectif va être encore évalué dans les mois à venir. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, j'ai bien apprécié et je pense pouvoir mettre en tout cas beaucoup plus d'efforts dans certains secteurs que le Premier ministre a relevé comme étant des secteurs dans lesquels je dois encore faire des efforts. Donc vous dites que le Premier ministre va communiquer la note, ça veut dire que vous n'avez pas encore votre note? Je pense que, comme je l'ai dit, l'exercice, ce n'était pas dans un esprit de sanction ou d'attribution de notes, mais c'était de pouvoir marquer une halte avec les ministres concernés pour voir le chemin parcouru et faire chacun diligente la mise en œuvre de son contrat d'objectif et voir quels sont les points d'amélioration possibles et également encourager les uns et les autres à faire beaucoup plus d'efforts pour que ce contrat d'objectif effectivement puisse être déroulé correctement. Juge Vara, question généralité. C'est pas tant la généralité, je vais un peu pas dans le vif du sujet, mais je sais qu'on va, le long de notre échange là, revenir sur ce que vous faites et tout, mais on a eu droit à un exercice du président du Faso qui a donné la photographie des choses lorsqu'il est venu. Avec vous aussi, on va essayer cela. Ce sera ma première question. Vous vous occupez de l'action humanitaire. On a entendu beaucoup de choses avant qu'il y ait le régime qui vienne. Je parle des questions de détournement de vivres, ceci. Et ça fait qu'il y a eu beaucoup d'encre qui avaient coulé sur la question du soutien qui est fait à l'endroit de nos déplacés internes et tout. Sur ce chapitre-là, quel est l'état des lieux que vous pouvez nous faire lorsque vous êtes arrivé sur la question humanitaire, le besoin et le caractère structurel et organisationnel qui était mis en place? Alors, je dois dire que pour être efficace en matière de réponse humanitaire, tout réside au niveau de la coordination. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé qu'il fallait en tout cas renforcer la coordination. La coordination au niveau interministériel. Vous savez qu'il y a le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, dont je suis le président, et qui, en son sein, regroupe des ministères, également des partenaires et des ONG. En fait, c'est l'instrument de réponse par excellence du gouvernement. Il fallait donc travailler à faire en sorte que le CONASUR puisse jouer son rôle d'instrument de coordination de l'action humanitaire. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le CONASUR était beaucoup plus axé sur l'action plutôt que sur la coordination. Donc il fallait faire en sorte que le CONASUR puisse vraiment jouer son rôle. Et là, nous avons entamé un certain nombre de réformes
pour que le CONASUR soit effectivement à la hauteur de cette mission que le gouvernement lui a confiée. Donc, dans un premier temps, faire en sorte que nous puissions maîtriser la coordination interministérielle parce qu'il y a beaucoup d'interactions en matière d'action humanitaire qui doivent se faire entre les différents ministères et ce que nous appelons les sectoriels. Et en dehors donc de cette coordination interministérielle pour une réponse assez efficace de l'organe gouvernemental, il y a la coordination avec les autres acteurs humanitaires. Là aussi c'est important parce que vous avez le gouvernement d'un côté et vous avez aussi les autres acteurs humanitaires qui sont là, qui sont venus en appui donc au plan de réponse du gouvernement. Donc il faut faire en sorte que nous puissions travailler dans une direction qui permette à chacun, dans un premier temps, d'atteindre ses objectifs, mais que ces objectifs concourent à l'atteinte de l'objectif global que le plan de réponse national a prévu. Donc nous sommes sur ce schéma d'amélioration et de renforcement de la coordination de l'action humanitaire sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau national, mais également au niveau opérationnel, parce que l'action humanitaire, pour l'essentiel, se passe au niveau donc du terrain. Et tous les acteurs qui y sont doivent également travailler dans l'esprit donc de cette coordination. Quand il y a une crise d'une grande ampleur, si les acteurs n'arrivent pas à accorder leur violon et n'arrivent pas donc à travailler en toute symbiose, eh bien vous risquez même de ne pas répondre aux besoins humanitaires sur le terrain de manière efficace. Alors, nous sommes bien sur le tribunal de l'actualité. Je rappelle à nos auditeurs de Watt FM que nous recevons aujourd'hui en convocation le ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire, Monsieur Lazare Zongrana. Alors, vous êtes sociologue, communicateur, spécialisé en droit international humanitaire et en gestion des projets et des situations d'urgence. On peut donc dire que vous êtes dans votre élément à la tête de ce département, un département que vous dirigez depuis 6 mois maintenant. Dites-nous. Avez-vous trouvé la tâche plus redoutable, plus rude que vous ne l'aviez escompté? Je dois dire que en matière de réponse humanitaire, tout dépend du contexte. Il est évident que j'ai 22 ans d'expérience humanitaire, mais à chaque fois qu'on change de position, c'est encore de nouveaux défis. C'est une nouvelle expérience. Parce que moi, je viens du privé. Et le privé, la manière de fonctionner n'est pas la même chose que dans le public. Donc je suis arrivé dans un ministère où je dois m'adapter à un certain nombre de choses, mais également je dois travailler à adapter ce qui se passe dans l'expérience que j'ai pu acquérir durant ces 22 ans dans le domaine humanitaire. Notamment à la Croix-Rouge burkinabé. Justement. Alors donc, quand on parle de quelque chose de rude, c'est lié un peu à la nature de la crise. Vous savez que la crise que nous traversons est une crise assez particulière. D'abord par rapport à sa durée. Nous étions habitués à des crises ponctuelles. Inondations par-ci, sécheresse par-là, crise alimentaire ici et là. Et là, on avait un temps donc de réponse et un temps de répit pour se réorganiser et puis intervenir à nouveau. Mais aujourd'hui, il y a une certaine continuité donc de la crise, une pression continue. Donc, ça fait que effectivement, nous pouvons dire que il y a assez d'activités à mener, c'est intense. Mais l'expérience du passé nous permet aussi de nous adapter et de voir quelle est la plus-value que nous pouvons apporter en matière d'organisation de l'action humanitaire. En somme, vous ne l'avez pas trouvé plus difficile? C'est difficile parce que le contexte il est aussi difficile. Parce que là, nous sommes appelés donc à coordonner l'ensemble des actions humanitaires sur l'ensemble du territoire. Alors qu'avant, je travaillais dans le secteur donc, de la Croix-Rouge, donc je ne coordonnais que les structures de la Croix-Rouge qui interviennent. Mais aujourd'hui, c'est tous les acteurs humanitaires, côté gouvernemental et également côté donc, des acteurs humanitaires sur le terrain. Donc, quoi qu'on dise, le travail a augmenté. Voilà, le travail a augmenté et là, je pense que on doit toujours compter avec l'apport des uns et des autres,
pour être en mesure donc de continuer à dérouler les activités sur le terrain. Et pour le moment, les choses se passent très bien. Alors le travail a augmenté, les défis sont plus nombreux, les impératifs aussi. Juge Bougma. Oui, qui dit action humanitaire parle de vivre. Vous avez tantôt évoqué la CONASUR qu'il faut réformer, mais on a eu aussi cette actualité qui avait défrayé la chronique par rapport aux vivres avariés au niveau de la SONAGES. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans une réponse humanitaire où les vivres sont véritablement demandés. Alors, est-ce que ça a été tiré au clair? Alors, je pense que cette réponse doit être beaucoup plus donnée par le ministère en charge donc, de l'agriculture, puisque la SONAGES relève donc du ministère de l'Agriculture. Et je pense qu'en son temps, les techniciens et même le ministre avaient déjà apporté des éléments d'éclaircissement là-dessus. Donc permettez-moi de ne pas venir sur ce terrain. Je ne peux que parler de ce qui concerne donc mon ministère et de ce que nous sommes en train de dérouler sur le terrain. Juge Laurent. Je suis un peu surpris parce que, monsieur le ministre, l'action humanitaire, c'est que vous parlez de CONASUR et tout. Ce qu'on donne à nos déplacés, à ceux qui sont dans des situations, c'est ce qu'il y a bien dans les entrepôts. Vous ne pouvez pas nous dire que, bon, on n'a qu'à questionner l'autre. Vous êtes concerné. S'il y a de la variée, ça veut dire que dans votre dispositif dont vous parliez, organisationnel et tout, ça sera ça qui sera servi aux gens. Non, je ne pense pas que ce soit un peu comme cela qu'il faut faire la lecture. Parce qu'en tout cas, pour tout ce que nous sommes en train de faire en collaboration avec le ministère en charge de l'Agriculture, nous n'avons pas de produits avariés. Vous savez qu'en matière d'action humanitaire, tout ce que nous acquérons, que nous devons distribuer aux populations vulnérables, est toujours contrôlé par des spécialistes. Nous mettons énormément de moyens pour nous assurer que les produits que nous recevons sont des produits de grande qualité. Donc, de ce point de vue, je peux vous rassurer que tout ce que nous sommes en train de déployer sur le terrain, il n'y a rien qui soit avarié. Donc, je dis ce que je sais et ce que j'ai sous la main. Maintenant, pour ce qui concerne la question précédente, je vais simplement dire qu'il y a des structures plus habilitées pour vous apporter des réponses beaucoup plus précises. Du reste, il y avait déjà eu des éclaircissements là-dessus et pour cette raison, j'ai dit, bon, allons à l'essentiel. Parce que, en tout cas, pour ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité et de l'action humanitaire et de tous ceux qui font partie donc du conseil donc du CONASUR, eh bien, nous sommes assez regardants sur la qualité donc de nos prestations et la qualité des produits que nous donnons à tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, on peut dire que l'un des points essentiels de votre action à la tête de ce département aujourd'hui, ou en tout cas l'aspect le plus visible, c'est la gestion des personnes déplacées internes. On parle beaucoup des personnes déplacées internes, ces personnes déplacées internes qui ont évolué beaucoup dans le temps. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a amené à la création de ce département de l'action humanitaire. Aujourd'hui, vous avez annoncé récemment à la sortie des travaux du Conseil des ministres, une baisse du nombre de déplacés internes. Qu'en est-il exactement, où on passe de 1 902 150 personnes à 1 520 012 personnes à la date du 30 avril 2022, ainsi que vous l'avez indiqué? Oui, en effet, quand je suis arrivé au département, la première des préoccupations, c'était de voir la plateforme que nous utilisons pour enregistrer donc, les personnes déplacées internes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres qui manquaient. Parce qu'à chaque fois, les chiffres ne faisaient qu'augmenter. Cela pouvait être effectivement dû au déplacement des populations suite donc, à la pression donc, de l'insécurité. Mais les retours n'étaient pas du tout comptabilisés sur la même plateforme, parce que la plateforme que nous utilisons, c'est une plateforme que nous gérons avec les partenaires. Et là, j'avais déjà demandé à ce qu'on puisse revisiter cette plateforme pour prévoir un certain nombre de paramètres. Parce que dans la lettre de mission que j'ai reçue, dans mon contrat d'objectif, il est question de travailler au retour volontaire donc des personnes déplacées internes. Mais si cette plateforme ne prévoit pas de rubriques pour qu'on puisse aussi donner des chiffres quant au retour, ça posait problème. Donc déjà à ce niveau, j'avais demandé que cela puisse se faire. Et ensuite,
mon plus grand souci, c'est comment faire en sorte que nous puissions passer à la biométrie. Pour la simple raison qu'il y a toujours des déplacements de population multiples. Des zones d'accueil, comme je l'ai dit, sont devenues des zones de départ. Donc vous pouvez avoir une personne déplacée interne qui se déplace une fois, deux fois, trois fois, n fois. Et à chaque fois qu'il y a un déplacement, notre système actuel permet de l'enregistrer. Donc en tant que tel, nous pouvons dire que la plateforme que nous gérons aujourd'hui permet de capturer les mouvements des personnes déplacées internes. Donc, quand on parle de mouvement, ça veut dire que forcément, il y a des enregistrements doubles, etc., etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin de connaître la réalité. À la date d'aujourd'hui, il y a combien de déplacés internes donc, que nous gérons. Et donc, il y a un exercice qui a été donc diligenté par le CONASU avec l'implication des partenaires, et c'est ça qui nous a permis déjà d'avoir ce premier résultat. Et nous allons poursuivre dans ce élan, puisque l'objectif à terme, c'est de pouvoir aller dans la biométrie. En ce moment, une personne enregistrée une fois demeure enregistrée une fois, mais pas n fois. Donc c'est un peu ça qu'il faut, et pour permettre également à notre réponse humanitaire de disposer de données fiables pour l'ensemble des planifications que les acteurs voudraient faire en termes donc d'appui aux personnes déplacées internes. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que nous ne pouvons pas dire que nous couvrons l'ensemble du territoire national. Vous savez, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le dénombrement. Dès lors qu'il y a une situation d'urgence, la première étape, c'est le dénombrement et puis les secours d'urgence. Le dénombrement consiste en quoi? C'est que nous puissions demander au chef de ménage de nous dire la taille donc des personnes qui sont en déplacement. Et donc, c'est des informations rapides que nous recueillons pour pouvoir déjà donner une réponse en termes donc, de secours d'urgence. Maintenant, l'enregistrement, c'est les membres de famille individuellement. Donc, entre l'estimation que le chef de ménage donne au départ, souvent on peut donner des informations parce qu'on s'attend à ce que d'autres membres de famille rejoignent la famille, mais il se pourrait aussi que ces derniers ne viennent pas parce que peut-être il y a eu des incidents en cours de route ou bien ces personnes sont restées ailleurs ou sont parties sur d'autres sites dans des choses de déplacés. Donc, ça fait que le plus sûr, c'est l'enregistrement qui nous permet d'avoir des éléments plus précis sur chaque individu avec des informations désagrégées parce que cela doit être utilisé par l'ensemble des acteurs. Chaque acteur ayant son volet d'intervention doit pouvoir disposer d'informations lui permettant effectivement de planifier ses activités. Alors, très rapidement, une précision pour les auditeurs et les téléspectateurs. Le chiffre qui est ressorti la dernière fois, c'est le chiffre à la date du 30 avril 2022. Est-ce que ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas le chiffre des déplacés internes? Non, à la date d'aujourd'hui, puisque nous avons marqué une halte pour justement faire ce travail de toilettage, et donc nous sommes à 1 520 012 personnes déplacées après avoir fait ce travail donc, de toilettage. Oui, juge. Oui, et ce travail de toilettage a pris fin quand exactement? Ce travail de toilettage a pris... bon, en fait, nous sommes dans un processus, il faut le dire. Oui, le dernier... Voilà, c'est juste il y a quelques 2 semaines comme cela. D'accord. Voilà, en arrière. Ok. L'autre question, c'est par rapport à Ouagadougou, où dans certaines villes, vous arrivez au carrefour, au niveau des carrefours, il y a des mineurs qui mendient. Alors, est-ce que c'est des personnes identifiées comme des déplacés internes ou bien c'est des gens qui sont venus chercher de l'argent en ville? Est-ce que vous avez leur situation, vous avez leur point? Et comment est-ce que, sur le plan humanitaire, on les gère dans ce contexte de lutte contre le terrorisme? Bon, nous pouvons dire qu'il y a un peu du tout dedans. Avant qu'il y ait les personnes déplacées internes, on avait effectivement au niveau des carrefours des mendiants avec des enfants en bas âge en provenance de certaines provinces. Mais ce phénomène s'est accentué ces temps-ci, effectivement. Et les services de mon ministère, depuis, ont pris en charge ce phénomène.
Et on a effectivement un travail qui se fait sur le terrain en collaboration avec d'autres départements ministériels. Et donc, on peut effectivement aujourd'hui dire que nous disposons de données les concernant. Il y a déjà des connexions en termes donc d'action sociale à l'endroit donc de ces personnes qui sont aux abords donc des feux de stop et qui mendient. Donc, ce travail se fait au quotidien. Et nous avons bon espoir qu'en tout cas, il y aura des résultats par rapport aux objectifs que nous sommes en train de nous fixer. Cela a un lien aussi avec la présence de personnes déplacées internes au niveau des quartiers périphériques de Ouagadougou. Et là également, il y a un travail qui est en train de se faire en collaboration avec d'autres ministères pour voir dans quelle mesure nous pouvons en tout cas leur apporter toute l'assistance requise en termes donc d'action humanitaire. Vous savez que la politique du gouvernement a été, depuis fort longtemps, de ne pas installer des sites d'accueil, des camps d'accueil des personnes déplacées au niveau des périphéries de Ouaga et de Bobo-Dioulasso. Tout simplement parce que l'action humanitaire, c'est comme si vous étiez, quand vous avez un cas, c'est comme si vous étiez dans un hôpital. Il y a plusieurs spécialistes qui interviennent et si vous démultipliez, par exemple, si chacun devait rester à domicile pour que les spécialistes passent à domicile pour administrer des soins, ça allait être assez fastidieux et ce n'était pas du tout efficace. C'est pour cette raison des sites officiels étaient déjà installés et le travail qu'on faisait pour ceux qui venaient en périphérie de Ouaga et de Bobo, on leur donnait des conseils pour qu'ils retournent au niveau des camps officiels parce que c'est là où nous avons le paquet d'activités humanitaires pour une meilleure prise en charge donc, de ces personnes-là. Mais il se trouve que certains sont venus par le biais de membres de famille et se sont installés d'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, et raison pour laquelle nos services ont toujours été à côté pour donner des conseils. Il y a de bonnes volontés également qui viennent pour apporter une assistance et là également nos services sont là pour encadrer les actes de solidarité envers donc ces personnes déplacées internes qui sont aux alentours donc, de Ouagadougou. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est comment effectivement pouvoir ouvrir un camp de déplacés internes au niveau donc, comme le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, il faut bien que nous arrivions donc à pouvoir donc ouvrir un camp de déplacés internes à quelque part, donc dans les alentours, pour pouvoir les prendre en charge de manière beaucoup plus adéquate. Certains ont été soupçonnés, accusés à tort ou à raison d'avoir des connexions terroristes ou sur lesquelles on a retrouvé des armes. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que vos services ont pu remonter également ces informations? Bon, je pense que les tâches sont partagées. Nous sommes là pour administrer l'assistance humanitaire et généralement on dit que nous travaillons sur la base d'un certain nombre de principes. Donc il y a des considérations dans lesquelles nous ne pouvons pas vraiment nous aventurer. Il y a des services plus indiqués pour ces genres d'activités. Mais ce que nous savons, c'est que tout être humain qui est dans le besoin doit effectivement avoir une assistance à la hauteur aussi de ceux dont nous disposons. Nous devons leur apporter l'assistance. Maintenant, pour les autres considérations d'ordre sécuritaire, il y a des services plus habilités pour en parler. Oui, vous apportez une réponse humanitaire sur fond de réalité sécuritaire difficile également. Donc, ce n'est pas un dossier à ignorer. C'est une donne quand même qui n'est pas négligée. Oui, nous n'ignorons pas du tout ce dossier, mais je dis que quand vous devez apporter une réponse, chacun est focalisé sur ce qu'il sait faire le mieux. Voilà, donc vous savez que dans l'action humanitaire, nous avons des partenaires aussi qui travaillent sur la base de principes. Et généralement, on dit que nous disons ce que nous faisons, mais nous ne disons pas ce que nous voyons. Donc c'est ça, pour être neutre et impartial, et d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'accéder à des zones et ça demande qu'il y ait la confiance des parties. Notre situation de crise est asymétrique. D'un autre côté, il n'y a pas du tout de respect
des principes humanitaires, du droit international humanitaire. Mais en tant qu'humanitaire, ce qui importe pour nous, ce sont ces personnes qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'être soutenues, d'être assistées. Et donc nous faisons notre travail dans ce sens. Maintenant, les soupçons par-ci par-là, peut-être d'infiltration, etc. Il incombe donc au ministère habilité, aux acteurs habilités donc d'approfondir la question et certainement d'apporter la réponse qui sied. Oui, juge Vara. Oui, moi, depuis l'annonce de la baisse du nombre des déplacés internes, des personnes déplacées internes, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, des questions que je me suis posées. Parce que quand on regarde la différence, on va on tend vers les 400 000. Oui, 382 138 personnes. En termes de proportion, on est à 20%, ça concerne 20% de l'ensemble des déplacés internes que nous avons. Maintenant, et en quelques mois, c'est ce gap-là que vous constatez. Vous dites, moi je m'étais dit, bon, peut-être dans la logique des choses, c'est sûr que le recoupement avec les doubles enregistrements pourrait l'expliquer. Mais vous dites que la raison principale, c'est le retour de ces personnes déplacées internes-là dans leur localité. C'est là où je me pose beaucoup de questions. 20% de personnes qui majoritairement décident de retourner là où elles étaient, je me demande mais pourquoi? Est-ce que ça veut dire que, bon, on a inversé la tendance? Alors que de façon péremptoire, quand on regarde, tout le monde s'accorde à dire que il y a un genre d'expansion. Je ne suis pas dans comment dire ça, dans des lectures outre mesure. Il y a un genre d'expansion parce qu'on a plus de localités qui n'étaient pas touchées, qui commencent à être touchées. On a plus d'axes où on ne connaissait pas cette insécurité qui continue d'être touchée. Donc de façon péremptoire, on peut dire qu'il y a un genre d'expansion en termes d'espace. Mais dans ce cas de figure, moi je me suis posé la question, mais quand vous avez 20% de déplacés internes qui décident de retourner chez eux, est-ce à dire qu'ils décident d'aller s'accommoder de l'inconfort avec les terroristes plus que de rester là où ils sont? Dans ce cas de figure, ça veut dire que là où ils sont, c'est dans un inconfort très, 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 très fort. Difficile. Il faut choisir le moindre la localité la moins inconfortable possible. En clair, je me résume, pour caricaturer, je suis déplacé interne, il y a l'assistance de l'État, il y a tout, je sens que mes frères font les efforts pour pouvoir me mettre à l'aise, mais je suis dans un dénuement tel qu'à un moment donné, je me demande, mais est-ce que je ne veux pas repartir là où j'étais, où certains n'ont pas encore fui? Peut-être que je vais couper mon pantalon, laisser pousser ma barbe. Ça ne sera pas facile, ils vont de temps en temps venir me visiter dans mon grenier, mais en tout cas la situation là, elle est bien meilleure pour moi que de rester ici. Je m'en vais vous donner quelques chiffres pour étayer mon propos. Il y a 28 ONG, je sais que vous êtes 28 organisations internationales qui sont basées au Burkina Faso, qui ont partagé un communiqué de presse dans lequel, et avec les chiffres qu'ils partagent après, ils disent sur la question des déplacés, une personne déplacée sur 3 est en situation d'insécurité alimentaire, comparé à 13% de la population générale. L'insécurité alimentaire sévère touche 12% de la population déplacée, contre 3% de la population générale. Donc leur condition est très difficile. Est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions? Est-ce qu'il faut se féliciter de ce qu'elles retournent chez elles si c'est dans pire? Moi, quand j'ai lu vos chiffres, c'est ces questions-là qui me sont revenues. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que ça vous suggère? Surtout que, pour en rajouter, ces mêmes organisations d'aide internationale précisent qu'il y a eu 398 471 personnes qui se sont déplacées entre janvier et juillet 2022. D'abord, il faut peut-être dire que les 388 138 personnes en baisse en ce qui concerne les chiffres du 30 avril, ce n'est pas exclusivement des personnes retournées dans leur localité d'origine. Je pense que j'ai évoqué les questions de doublons. J'ai également évoqué le fait qu'il y a des personnes qui ont été accueillies dans des familles et qui aujourd'hui ne se considèrent même plus comme personnes déplacées internes parce qu'il y a eu une intégration dans cette localité.
Il y a des personnes déplacées internes qui sont allées dans d'autres localités s'installer et qui mènent des activités agricoles, etc., mais qui ne se considèrent plus comme personnes déplacées internes. Il y en a qui ont également développé des activités économiques et qui ne se considèrent plus comme personnes déplacées internes. Donc quand vous prenez cette baisse, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a des retournés, ça il faut effectivement le faire remarquer. Et il y a même des documentaires qui sont passés, et des témoignages de populations effectivement qui sont retournées dans leur localité d'origine. Mais je voudrais peut-être souligner le fait que vivre dans un camp de déplacés internes, quel qu'en soit le lieu, quel qu'en soit le pays, ce n'est pas le paradis. Donc, quel qu'en soit aussi ce qu'on peut offrir à ces déplacés internes. Quel qu'en soit ce qu'on peut leur offrir. Parce que la situation confortable, c'est d'abord chez soi. Les personnes ont été obligées de quitter leur situation d'origine pour des questions de secours d'urgence. Parce que ce qui se passe au niveau des camps, ce sont des secours d'urgence. Vous voyez? Donc ce n'est pas une position confortable. La plupart des personnes déplacées internes, moi j'ai fait le tour, leur aspiration c'est de retourner dans leur localité d'origine. Non pas qu'il n'y a pas une assistance qui leur est offerte, mais il y a bien d'autres paramètres qui entourent la personne humaine. Ne serait-ce que le fait de retrouver sa maison, son lit, de retrouver son environnement, de pouvoir exécuter encore ses activités habituelles, c'est des choses qui aident l'homme à se retrouver. Quand on est dans un camp de déplacés internes, on ne peut pas être à l'aise. Non, il y en a même qui ne veulent pas être assistés. Se lever le matin, ne rien faire et attendre qu'on vienne vous donner une ration alimentaire, il y en a qui ne sont pas vraiment à l'aise vis-à-vis de cela. Donc leur aspiration profonde, c'est de repartir donc dans leur domicile. Donc c'est pour cette raison, vous pouvez effectivement constater des gens qui retournent dès lors que ces personnes constatent qu'il y a en tout cas un minimum de sécurité qui est assuré dans leur localité d'origine ou bien sur d'autres territoires. Par exemple, il y en a qui partent rejoindre des parents dans d'autres localités du pays. Il y en a qui quittent le Sahel et qui partent peut-être au niveau du sud où ils avaient déjà des membres de famille installés. Ils les rejoignent et ils essaient de mener une autre vie à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que ce soit une manière de collaborer avec les groupes armés terroristes, les groupes armés non identifiés. Non. Bien au contraire, il y a aussi une résilience qu'il faut noter. Les populations, au fur et à mesure que la crise dure, développent de la résilience. Et vous savez que pour retourner dans sa localité, il y a des éclaireurs qu'on envoie. Il y a aussi des villages dans lesquels des gens étaient restés encore sur place pour garder les biens des personnes qui se sont déplacées. Vous partez dans les camps de déplacés internes, vous verrez que la population la plus importante, ce sont les femmes, ce sont des enfants. Alors, ceux qui souvent restent pour garder encore les biens, là où c'est possible, ce sont les hommes. Donc dès lors que la situation, avec les efforts de nos forces de défense et de sécurité, arrive donc à mieux sécuriser ces localités, le contact est fait et puis les personnes retournent s'installer dans leur localité d'origine. Donc je ne pense pas que ce soit une collaboration ou une complicité quelconque avec les groupes armés non identifiés. Non, mon propos n'est pas de dire qu'ils retournent collaborer. Je dis qu'ils font le choix du moins pire. C'est-à-dire rester dans un inconfort où l'assistance de l'État n'est pas au beau fixe, où elle est beaucoup en deçà des attentes. Au lieu de rester là, ils préfèrent repartir dans l'inconfort de cohabiter avec des terroristes. Je parle de cohabitation, je ne parle pas de soutien ou quoi que ce soit. Et dans ce cas de figure, ça nous amène à nous interroger, nous, sur la façon dont on les accompagne lorsque ces personnes-là quittent ce qu'on leur offre. Voilà, lorsqu'elles quittent les régions. Et je m'en vais aussi dans toujours la surprise relativement aux chiffres que vous avez donnés la dernière fois, revenir sur le même communiqué de presse
de ces ONG qui sont sur le terrain, et j'ai dit encore une fois, vous le connaissez très bien parce que vous venez de cet univers-là. Ils disent la multiplication des attaques violentes a poussé plus de personnes à fuir entre janvier et juillet 2022 que durant toute l'année 2021. C'est dire de janvier à juillet 2022, c'est dire on est dans les 6 mois. Le nombre de personnes déplacées en seulement une moitié d'année excède tout le nombre de déplacés qu'on a eu en 2021. Mais vous venez de dire qu'il y a 20% qui sont retournés. Donc le nombre de déplacés a descendu de 20%. Tout à fait. Donc quand on regarde, et il continue pour dire, parallèlement, les chocs de déplacement de grande ampleur deviennent plus fréquents. Et donc, du coup, on se pose encore des questions. Mais on a vu Soulenzo, on a vu Sitinga, on a vu des villes qui étaient débordées récemment. On a vu cet appel au Burkinabé à venir aider. On se dit, mais et en même temps, on nous dit que il y a moins de déplacés internes. C'est surprenant. Vous convenez qu'on soit surpris? Non, il n'y a pas de surprise dans ça. Parce que nous venons de sortir donc, les nouveaux chiffres. D'accord. Mais eux, ils ont travaillé sur les chiffres du 30 avril qui étaient autour de 1 900 000. 2150 personnes déplacées. C'est tout à fait normal que quand ils font leurs calculs, ils sortent en tout cas de telles proportions. Mais aujourd'hui, donc vous contestez leurs proportions? Non, je ne dis pas que je conteste. Mais je dis qu'ils ont travaillé sur les chiffres de 1 900 000, 2150 personnes déplacées. Ils visent de janvier à juillet. Donc on a excédé avril. Vous savez que ces chiffres de 1 900 000, 2150, c'est depuis 2019. C'est cumulatif en fait. D'accord. Voilà. Donc ils ne peuvent que travailler sur ces chiffres. Et c'est ça qui donne ces résultats-là. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape où nous avons toiletté des textes. Je me dis qu'à leur prochaine sortie, ils seront tenus donc d'utiliser les chiffres actualisés. Donc, vous voyez un peu, il n'y a rien qui soit surprenant. Voilà, cette information est disponible maintenant. Elle n'était pas disponible au moment où ils étaient en train de faire leur communiqué. Mais dans tous les cas, je pense que le fait de dire que peut-être c'est l'action de réponse qui fait que peut-être les gens sont plus portés à repartir parce que c'est pas à la hauteur de leurs attentes. Alors, je veux encore répéter que être dans un camp de déplacés internes, c'est extrêmement difficile. Ça, il faut le reconnaître parce que c'est une situation d'urgence. On est en train donc d'administrer des réponses d'urgence et personne ne se plaît à vivre dans un camp de déplacés internes. Vous êtes obligé de cohabiter avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas avant. Donc, vous avez certaines de vos habitudes que vous êtes obligé d'abandonner et ce n'est pas toujours facile. Donc, je me dis que le simple fait même d'être dans ce statut n'est pas du tout une situation confortable pour les uns et les autres. Par ce simple fait, il y en a qui veulent repartir. Maintenant, en ce qui concerne l'assistance humanitaire, tous les efforts sont déployés. Du côté du gouvernement comme du côté des partenaires. Vous allez sur les camps, moi j'ai visité la plupart des camps de déplacés internes, vous verrez que tous les secteurs sont pris en charge. Par exemple, de la santé, vous avez à l'intérieur des camps donc des centres de soins. Parlant donc du domaine du WASH, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, effectivement, un certain nombre d'activités qui sont menées. Et la question de l'appui psychosocial également est là. Donc, tous les volets de l'action humanitaire sont en tout cas actifs dans les camps de déplacés internes. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le rétablissement des liens familiaux. Et lorsque deux personnes sont séparées, parents et enfants, suite à une crise, vous avez beau loger la mère dans une tente climatisée avec tout ce qu'il faut, tant que la mère n'a pas les nouvelles de son enfant, elle ne peut pas être à l'aise. C'est un peu comme ça qu'il faut voir la vie dans les camps de déplacés internes. Quel qu'en soit ce que nous allons faire pour ces personnes, je pense que la situation la plus confortable qui est toujours recherchée, c'est de pouvoir retourner chez soi
et encore continuer à vivre de façon plus décente. Alors justement, rapidement, avant que le juge Bougma ne prenne la parole, que fait donc l'État, que fait le gouvernement actuellement pour faciliter ce retour des personnes déplacées internes, pour les amener dans leur localité de façon sécurisée? Quelle est l'offre finalement, puisque justement ces déplacés internes ne veulent pas rester dans les camps, c'est clair. Ils veulent retourner chez eux, ces déplacés. Que fait le gouvernement? Quelle est la stratégie mise en œuvre pour baliser le terrain vers ce retour de façon... Avant de revenir à la stratégie, prenons le cas de Seitenga. Aujourd'hui, il y a plus de 60% donc, des populations déplacées de Seitenga à Dori qui sont reparties. Mais vous savez, il y a eu un travail qui a été fait par les forces de défense et de sécurité pour sécuriser Seitenga, pour rassurer les populations. Et voilà qu'aujourd'hui, beaucoup sont repartis et ont déjà commencé leurs activités agricoles, etc., etc. Donc, ces efforts-là sont à plusieurs niveaux. Au niveau sécuritaire, avec tous les efforts qui se font par nos forces de défense et de sécurité, qu'il faut saluer et qu'il faut encourager et motiver. J'ai eu l'occasion de visiter certains camps avancés et j'ai vu à quel point nos forces de défense et de sécurité sont vraiment déterminées à restaurer notre pays, à restaurer notre territoire. Et il faut les encourager. Peut-être ceux qui n'ont pas encore eu cette immersion peuvent continuer à épiloguer, à raconter, à interpréter. Mais pour ceux qui ont pu avoir cette immersion dans les camps, ils savent très bien le travail énorme qui est en train d'être abattu par justement nos soldats pour faire en sorte que la sécurité revienne sur l'ensemble du territoire national. Moi, j'étais en dehors, je ne le savais pas, mais quand je suis entré, que j'ai eu cette opportunité d'immersion, aujourd'hui, je tire toujours mon chapeau à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et j'invite les uns les autres aussi à en faire pareil, parce que souvent, beaucoup sont des saint Thomas. Ils veulent toujours connaître tout avant de pouvoir se décider. Mais ici, on ne peut pas connaître tout parce que le sujet est tellement sensible que seulement il faut soutenir les forces de défense et de sécurité et c'est à ce prix-là que nous allons pouvoir effectivement obtenir des résultats plus tangibles. D'autant plus que la solution non militaire compte encore plus que la solution militaire. Si aujourd'hui les gardes sont en train de gagner du terrain, c'est parce qu'il y a des complicités avec peut-être aussi des populations civiles, d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes les plus nombreux, ceux qui veulent le bien du Burkina. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler en interaction étroite avec les forces de défense et de sécurité pour que la solution non militaire nous permette d'engranger rapidement des résultats. Nous sommes pratiquement en fin d'émission. Juge Bougma, vous avez peut-être une dernière préoccupation rapide? Oui, c'est juste la contribution d'un Burkinabé vivant à l'extérieur qui a construit un site de fortune à Pabré où il a fait loger près d'une centaine de personnes. Maintenant, je voulais savoir si vous êtes au courant de son initiative. Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Mais particulièrement, M. Bandé. Oui, je prends le cas par exemple de Kaya où nous étions la dernière fois avec le Premier ministre. C'est un Burkinabé résident à l'extérieur qui a donné son site. Vous prenez par exemple aussi Kaya, il y a eu des Burkinabés qui ont donné leur site. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont capitalisées au niveau donc, des services sociaux. Quand vous prenez le ministère donc, en charge de l'action humanitaire est structuré, vous avez donc la direction provinciale qui est là, effectivement, qui accompagne ces gens d'initiatives. Donc, effectivement, nous sommes bien au courant de ces initiatives de Burkinabé et sur le cas de Pabré. Il y en a même qui les ont reçus dans leur famille. Dans leur famille, ils ont reçu des gens et nous sommes au courant de tout ça. Raison pour laquelle, quand vous voyez l'action humanitaire, la réponse, nous donnons aux personnes déplacées internes et aux familles d'accueil pour faire en sorte que justement ces personnes qui développent la solidarité aussi soient soutenues parce qu'il y a quand même un manque à gagner. Les gens, c'est pas qu'ils sont fortunés, mais c'est parce qu'ils veulent manifester leur solidarité envers ces populations. Donc il faut également que l'action humanitaire puisse les soutenir pour qu'ils aient le minimum pour continuer donc à être solidaires envers ces personnes. C'est un sujet assez vaste qui mobilise la République. On doit pouvoir y revenir. Malheureusement, le temps qui nous est imparti
partie est arrivée à son terme et nous mettons fin à cette 5e audience de la semaine du tribunal de l'actualité qui recevait pour vous sur Tri TV et Watt FM le ministre de la Solidarité nationale de l'action humanitaire, Wendla Sida Lazare Zungrana. Nous n'avons pas pu aborder les questions de solidarité nationale. Évidemment, le sujet sur l'humanitaire était préoccupant. Merci, monsieur le ministre, d'être venu nous entretenir sur la réalité de la crise humanitaire que traverse le Burkina. C'est aussi l'épilogue de la première semaine d'une 7e saison que nous voulons prometteuse avec mes premiers pas au pilotage de cette émission. Tout n'aura pas été parfait et je requiers humblement votre indulgence à tous ainsi que votre compréhension pour les couacs qui ont perlé au long de ces 5 premières audiences. Avec votre soutien, nous travaillerons à faire mieux au fil des audiences. Juge Bernard Bougma, merci. C'est moi qui dis merci. Merci également, juge Geoffroy Barra. Merci. Merci à toute l'équipe de réalisation menée aujourd'hui par Aimé Zoundi à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio. Merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver très bientôt sur True TV et Watt FM à l'analyse des faits et événements, toujours sans complaisance.